Le 30 janvier 1968, 50 000 soldats nord-vietnamiens attaquent les bases militaires et les villes du Sud-Vietnam. C'est le début de l'offensive du Tet. Les combats sont particulièrement intenses à Hue, au nord, et dans Saigon, la capitale du Sud-Vietnam. Une bataille désespérée se déroule à l'intérieur et autour de l'ambassade des États-Unis. Les informations télévisées vont permettre aux Américains de prendre conscience que la guerre n'est pas gagnée. Pour écraser l'offensive du Tet qui marque le tournant de la guerre, les États-Unis vont devoir livrer un mois de rudes combats. Les communistes prennent progressivement le contrôle du Vietnam. 7 ans plus tard, l'armée nord-vietnamienne entre triomphalement dans Saigon. Et les derniers Américains prennent la fuite. « 20 ans plus tôt, les Français se sont déjà retrouvés aux prises avec une insurrection vietnamienne. Ils ont eux aussi essuyé un terrible revers et sont repartis vaincus. Le combat le plus terrible a eu lieu dans une petite ville reculée, Dien Bien Phu. Le commandant en chef français, le général Navarre, voulait affronter le mouvement de libération Viet Minh dans une bataille ouverte. Il pensait disposer d'une force de frappe supérieure et que cela ferait la différence. Navarre attire donc l'armée Viet Minh à Dien Bien Phu pour une bataille rangée. Mais le choix d'une position aussi isolée et la sous-estimation de l'ennemi vont s'avérer être des erreurs fatales. C'est dans la seconde moitié du XIXe siècle que les Français ont colonisé l'Indochine, le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Ils gouvernent la région jusqu'en 1940, quand les Japonais, profitant de la victoire de l'Allemagne sur la France, annexent l'Indochine. Jusqu'en mars 1945, le Japon autorise le gouvernement français local à rester en place. Puis il prend le contrôle de la région, qu'il renomme État autonome du Vietnam. Après la défaite japonaise d'août 1945, il se produit un vide gouvernemental en Indochine. Les Français ne sont pas en mesure de réclamer immédiatement leur territoire. On rapatrie donc les troupes britanniques de Birmanie pour désamorcer les forces japonaises du sud de l'Indochine, les Chinois faisant de même au nord. Mais un mouvement d'indépendance se développe bientôt. Il est mené par Ho Chi Minh, ancien soldat activiste, membre du Parti communiste français depuis 1920. Il déclare l'indépendance du pays depuis la capitale du Nord, Hanoï. Par leur présence militaire, les Anglais empêchent l'extension du mouvement au sud. Dans bien des cas, ils se servent même des troupes japonaises en déroute. Mais les Chinois, préoccupés par le retour de la guerre civile dans leur pays, se désintéressent des manœuvres d'Ho Chi Minh et du développement de ses forces dans le nord. En novembre 1945, les troupes françaises débarquent en Indochine. Succédant aux Anglais, elles reprennent rapidement le contrôle du sud. Pour le nord, les Français préfèrent négocier directement avec Ho Chi Minh. Finalement, un accord est envisagé qui reconnaît le Vietnam comme un État autonome au sein des pays de l'Union française. Les monarchies du Laos et du Cambodge obtiennent le même statut. Mais personne n'est satisfait de cet accord et la tension monte. En novembre 1946, au cours d'un affrontement entre les Français et les Vietnamiens dans le port de Haiphong, un navire de guerre ouvre le feu sur la foule. Près de 6000 Vietnamiens sont tués.
Pour Ho Chi Minh, le seul chemin vers une véritable indépendance est la lutte armée. Et pour s'y préparer, le Viet Minh se retire dans l'arrière-pays. Des opérations sont alors lancées sous le commandement du héros de la Seconde Guerre mondiale, le maréchal Leclerc. L'armée française consolide d'abord son emprise sur les villes du Nord. Puis elle part libérer les plaines de l'emprise Viet Minh. Pendant ce temps, le mouvement de libération nord-vietnamien se lance dans une guérilla et renforce son pouvoir. En 1949, dans l'espoir d'apaiser l'opposition, les Français rétablissent l'ancien empereur Bao Dai qui avait abdiqué pour Ho Chi Minh en 1945. Pour le Viet Minh, il n'est qu'une marionnette manipulée par la France. Et la lutte armée s'intensifie. Les combats sont acharnés, les victimes de plus en plus nombreuses, et les Français envoient de nouveaux contingents en Asie. C'est ce qui va les conduire au désastre de Dien Bien Phu. Au milieu des années 50, le général Von Nguyen Giap a rassemblé une armée de 40 000 hommes. Il est prêt à passer à l'offensive. Il lance une série d'attaques surprises sur les avant-postes des Français, qu'il chasse du nord du Tonkin. Puis il menace Hanoï et Haiphong. Alerté par la tournure des événements, le gouvernement français envoie des renforts. Pour restaurer l'ordre, il nomme un soldat au passé glorieux, le général Delattre de Tassigny. Celui-ci met en place des lignes de défense et inflige de lourdes pertes aux Vietnamiens lors des attaques suivantes, début 1951. Le général Giap est obligé de se replier dans l'arrière-pays. L'audace et la stratégie de Delattre s'avèrent efficaces. Mais il est brusquement terrassé par un cancer et meurt en quelques mois. Son successeur, le général Salan, reste sur la défensive, ce qui permet à Giap de renforcer sa puissance. La stratégie attentiste de Salan n'est pas bien vue par Paris. En mai 1953, il est remplacé par le général Navar. Pour celui-ci, la seule façon de battre le Viet Minh est de mener des opérations offensives. Il lance aussitôt une attaque aérienne très risquée au Tonkin qui, grâce aux parachutistes, permet de détruire 5000 tonnes de matériel Viet Minh. Il mène aussi des opérations de débarquement, ce qui dissuade Giap d'attaquer le delta du Tonkin. À l'automne 1953, Navar apprend que le Viet Minh veut envahir le nord du Laos. Il monte une opération pour les en empêcher. Mais son projet est beaucoup plus ambitieux. Il ne veut pas seulement empêcher l'invasion du Laos, il veut aussi infliger une défaite magistrale au Viet Minh. Navar se concentre sur la bourgade de Dien Bien Phu située dans une cuvette entourée de collines boisées à la frontière du Laos, à quelques 320 km à l'ouest d'Hanoï. Elle se trouve à l'intersection des principales voies de ravitaillement Viet Minh et Giap pourrait l'utiliser comme tête de pont pour envahir le Laos. Navar veut occuper Dien Bien Phu. Il pense forcer Giap à attaquer pour dégager sa route de ravitaillement, puis riposter et démanteler le Viet Minh. Hélas, son plan est loin d'être parfait. D'abord, Dien Bien Phu est tellement éloigné qu'on ne peut y accéder que par les airs. Cette configuration permet donc à l'ennemi d'encercler la position. Et surtout, Navar sous-estime totalement les capacités du Viet Minh.
Il croit que le terrain vallonné l'empêchera de déployer ses armes lourdes. Et il pense qu'à Dien Bien Phu, l'ennemi doté d'un équipement léger ne pourra rivaliser avec la force de frappe française. Cette sous-estimation des capacités Viet Minh va se révéler être une erreur fatale. L'opération de sécurisation de Dien Bien Phu, ou opération Castor, débute le 20 novembre 1953 par l'envoi des premiers bataillons de parachutistes français. Ils surprennent les Viet Minh et occupent rapidement la place et ses environs. Le largage du matériel destiné à rénover les pistes d'atterrissage construites par les Japonais se poursuit pendant 2 jours. Des renforts et des vivres débarquent également par la même voie. Le 29 novembre, un événement bouleverse l'opération Castor. Dans une interview à un journaliste suisse, Ho Chi Minh annonce qu'il est prêt à arrêter les hostilités si la France reconnaît l'indépendance du Vietnam. Navar, en visite à Dien Bien Phu, interprète cela comme un signe de faiblesse. Il est convaincu qu'une victoire spectaculaire donnera à son pays une position de force dans les négociations pour la paix. Toujours persuadé qu'il ne sera attaqué que par l'infanterie et une artillerie lourde réduite, Navar ajuste sa stratégie. Il décide d'organiser une défense plus mobile et donne l'ordre d'aéroporter des chars légers vers Dien Bien Phu. Pour mener cette opération, Navar recrute le jeune officier de cavalerie Delacroix de Castries. Début décembre 1953, Dien Bien Phu dispose de 2 pistes d'atterrissage. Elles sont protégées par 8 camps retranchés portant les prénoms d'amis de Castries. 2 d'entre eux, Gabriel au nord et Isabelle à l'extrême sud, sont dangereusement isolés. Bientôt, Giap encercle complètement Dien Bien Phu. Aux yeux des Français, le piège semble fonctionner. Mais comme Navar, Giap pense pouvoir bientôt mener une bataille décisive. Il a réuni 50 000 hommes, soit 3 fois plus que son adversaire. Contrairement à ce que croient les Français, les Viet Minh ont installé 200 canons et de nombreux mortiers autour de Dien Bien Phu. Ils ont été aidés par des milliers de volontaires qui ont creusé des galeries pour acheminer ce matériel. Il leur a fallu tracer des chemins à travers la jungle des montagnes pour faire passer les canons. Bien que la ville soit encerclée, De Castries reste confiant, tout comme son supérieur Navar qui prépare les prochaines attaques dans d'autres endroits du pays. De son côté, Giap prépare des offensives contre les Français. Pour lui aussi, Dien Bien Phu se présente comme une étape décisive pour le contrôle du Vietnam. Au Nouvel An 1953, les canons de Giap bombardent les Français. Cela va durer 10 semaines. Les canons anti-aériens Viet Minh détruisent l'aviation française.
Dans la nuit du 13 mars, le Viet Minh lance une première attaque et s'empare de Béatrice, au nord-est. 2 jours plus tard, Isabelle, trop isolée, doit être évacuée. Les Français sacrifient une de leurs pistes d'atterrissage. Les pertes qu'ils subissent sont de plus en plus lourdes. Fin mars, l'autre piste est devenue inutilisable sous les bombardements incessants. Début avril, en désespoir de cause, les Français parachutent des vivres et des renforts. Mais une partie d'entre eux atterrit sur le territoire Viet Minh. L'étau se resserre autour de Dien Bien Phu. Et les moussons font leur apparition. Les nuages sont bas et empêchent les ravitaillements aériens. La météo aide le Viet Minh à détruire les dernières défenses adverses. La situation française empire de jour en jour. Navarre réclame un nouveau contingent, mais il est trop tard. La bataille de Dien Bien Phu est perdue. Pour préparer l'assaut final, les hommes de Giap creusent de nouvelles galeries et s'approchent de plus en plus près des lignes françaises. Le général Viet Minh sait que l'avenir de son pays se joue à Genève. Il veut une victoire rapide pour avoir un atout majeur à la table des négociations. Le 1er mai 1954, il lance l'offensive finale sur 3 camps retranchés, Eliane, Huguette et Françoise. La supériorité en nombre des Vietnamiens et leur force de frappe accule la garnison française dans une poche de plus en plus étroite. Des 2 côtés, les pertes sont élevées, mais les Viet Minh gardent l'avantage. Au matin du 7 mai, les défenses françaises de Dien Bien Phu sont complètement enfoncées. Le Viet Minh maintient sa pression. Le soir même, De Castries, comprenant que toute résistance serait vaine, se rend. « 10 000 soldats sont faits prisonniers. Ils ne seront que 3 000 à rentrer chez eux. » Malgré de lourdes pertes, cette bataille clôt la première guerre d'Indochine. Le Viet Minh a vaincu une grande puissance occidentale. Trois mois plus tard, à la conférence de Genève, la France doit reconnaître la fin de son empire asiatique. Le Cambodge et le Laos deviennent indépendants. Le Vietnam est divisé en 2, le nord communiste et le sud sous protection occidentale. Le Viet Minh reprend aussitôt le contrôle du nord. Mais la partition du pays marque le début de 20 années de conflit et l'engagement des États-Unis dans une sale guerre.
Une partie des soldats rescapés de Dien Bien Phu sera relâchée à l'issue d'une longue captivité. Ils n'oublieront jamais les erreurs du général Navarre. Son choix d'une position isolée pour la confrontation et la sous-évaluation des forces Viet Minh ont coûté cher à ses hommes. Le commandant De Castries, libéré et accueilli en héros, n'a jamais nié l'ampleur de la défaite française, la plus importante que le pays ait connue depuis 1940.